Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Croix de Neuf. Aujourd'hui, je reçois M. Johnny Agent, secrétaire général du PPM, le Parti progressiste martiniquais, qui participait aussi, qui avait posé candidature. Il était candidat à la candidature concernant les prochaines législatives du mois de juin, je présume, mai ou juin. Bonjour M. Agent, merci d'avoir accepté notre invitation à Zouk TV. Bonjour M. Granier, bonjour à toute la Martinique et aussi aux îles de la Caraïbe qui nous écoutent et qui nous entendent. Et au continent même, puisque je crois que la Guyane en fait partie. La Guyane en fait partie, ceux qui nous regardent aussi depuis la France aussi. Alors, est-ce que le combat fut dur, monsieur Johnny Agent? Le combat? Enfin, le combat, qu'on se présente à une élection, même si c'est des gens du même parti. D'abord, c'est un mûrissement. Je ne fais pas partie de ceux qui programment une ambition quelconque. Que ça soit en politique, il faut réfléchir, il faut consulter, il faut discuter, il faut échanger. La question électorale est importante, mais elle n'est pas personnelle, elle est aussi collective parce qu'elle a un impact à la fois sur le parti politique, parce qu'il ne faut pas oublier que j'ai une fonction de secrétaire général, et puis elle a un impact... Que vous allez continuer à voir si vous êtes député prochainement? Alors, c'est pas à l'ordre du jour parce qu'il faut un renouvellement, il faut un renouvellement et je prépare la transmission de toutes les façons. Donc, il est évident que je laisserai ma fonction le moment venu. Au prochain congrès? Au prochain congrès, de façon à ce que... Combien de temps, à peu près? Je pense que ce sera soit dans l'année, soit l'année prochaine. Le prochain congrès, ça se fera, c'est réglementairement parlant, on va dire. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a d'abord une réflexion qui se pose. C'est vrai que nous avons gagné une élection importante en juin 2021, qui a permis de sauver, à mon avis, de manière humble, sans prétention aucune, de sauver la Martinique d'une absence de vision politique, d'une absence de perspective et d'une absence de mieux vivre ensemble en Martinique. Et donc, derrière, il y a toute une vision globale à avoir. D'abord, je suis aux côtés des Fouillalais depuis plus de 20 ans maintenant. Et j'ai acquis une grosse expérience. C'est vrai que vous avez battu Miguel Laventure il y a un certain nombre d'années déjà, et vous avez remporté le seul canton que la droite possédait à l'époque, je crois. Tout à fait. En 2004, j'ai été élu grâce aux Fouillalais et aux Fouillalais, et particulièrement aux administrés du canton 3, c'était Crozanville, Calvaire, Pavé, Pasteur, Centre-Ville. J'ai été élu conseiller général et j'ai ramené ce canton au Parti progressiste martiniquais. C'est un canton qui était, on va dire, réservé à un ancien élu de la droite depuis plus de 19 ans. Et c'est vrai que mon travail de proximité n'a cessé d'être depuis 20 ans, mais j'ai aussi acquis beaucoup d'expérience et de recul. Et maintenant, je vais dire aussi de sagesse, parce que c'est vrai que c'est important quand l'âge monte et quand le temps passe, on se rend compte effectivement qu'il y a des postures à avoir par rapport à des situations et que le plan politique doit être celui de l'exemplarité et de la hauteur. Je suis très porté sur l'éthique, la moralité et les valeurs. C'est vraiment un principe de base fondamental qui fait de moi-même ce que je suis aujourd'hui. Donc j'ai beaucoup réfléchi et c'est vrai que il y a entre guillemets un pied quand vous voulez avancer, quand vous voulez faire un pas et gagner chaque pas. Il y a un pied qui est important, c'est celui de la fonction législative et la fonction de député, particulièrement à Fort-de-France, mais aussi sur toute la Martinique. Oui. Et c'est vrai que même quand on a des projets au niveau d'une collectivité territoriale, même au niveau de la collectivité fouillalaise, il faut pouvoir avoir cette complémentarité et c'est important. Donc je me suis posé d'abord la question parce que ça n'est pas venu de moi-même. Beaucoup de personnes m'ont sollicité, m'ont dit écoute, il faut que tu y ailles, il faut que tu y ailles. Donc c'est vrai que ça a commencé à réfléchir dans ma tête. Faut-il le faire, ne pas le faire? D'autant que depuis l'élection de Serge Letchimy, Fort-de-France n'a plus de députés. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est vrai que, bon, on va dire qu'il y avait une opportunité qui se créait là. Et de toutes les façons, puisque le poste est renouvelable aussi en juin 2022. Alors, pour bien comprendre, le poste n'a pas été renouvelé avant, parce que comme Didier Laguerre n'a pas pu occuper cette fonction, il a démissionné de la fonction de député parce qu'il était suppléant et qu'il était maire de Fort-de-France.
Et comme la loi interdit de faire une élection partielle à moins d'1 an du renouvellement du mandat, puisque le mandat arrivait à terme en juin 2022, il n'y a pas eu de renouvellement du mandat avant juin 2022. Il faut bien que les Martiniquais comprennent cela. Alors, monsieur Aja, il y a quand même quelque chose qui m'intrigue. Vous êtes un proche de Serge Letchimy. Oui. Vous êtes secrétaire général du PPM. Vous connaissez les affaires de la Martinique très bien, au-delà d'ailleurs. Vous auriez pu être sur la liste de la CTM et être député. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont qui sont parlementaires et qui, semble-t-il, ont aussi des prétentions sur la députation. Donc, vous avez fait le choix, peut-être, je dis ça, mais j'en sais rien, c'est vous qui allez me dire, de ne pas être au conseil exécutif ou simplement au conseil territorial, et éventuellement être un député. Vous n'avez pas voulu faire... Alors, c'est vrai, c'est très clairement que cette question s'est posée aussi à moi à un moment donné. Et je ne fais pas partie de ceux qui sont là pour des postes ou occuper des fonctions. Et je fais partie de ceux qui pensent qu'il y a des fonctions qui ne se cumulent pas. On peut être adjoint au maire et vice-président de la CACEM. On peut être adjoint au maire et conseiller territorial, voire conseiller exécutif. Mais la fonction de député, pour moi, ne se cumule pas. C'est une fonction à temps plein parce que c'est d'abord et premièrement une fonction de proximité parce que le député est élu par les Fouillalais principalement et directement. Et le député doit être là-bas à l'Assemblée nationale pour faire voter des lois, faire des amendements, contrôler le gouvernement. Et s'il passe son temps en Martinique, il ne peut pas être sur les deux. Alors, il faut qu'il fasse les deux, parce qu'il faut arriver à conjuguer la proximité et la présence à l'extérieur de la Martinique. Il faut pouvoir faire les deux, parce qu'il y a aussi un jeu d'influence, parce que le député travaille sur la question des lois, mais pas seulement sur la question des lois, il doit pouvoir agir sur les projets fouillalais, martiniquais, en termes d'influence au niveau du gouvernement. Oui, parce que et au niveau de toutes les instances. On rappelle, pour ceux qui nous regardent, qu'être député de Fort-de-France, vous n'êtes pas le député seulement fouillalais. Vous êtes député de la Martinique. Alors, on est élu par la circonscription de Fort-de-France. Oui. C'est une circonscription à part entière. Mais on est aussi député de la Martinique. Il y en a 4 sur la Martinique aujourd'hui. Donc, vous êtes concerné par tous les problèmes qui peuvent se poser. On est concerné par tous les problèmes qui se posent. Donc, effectivement, et j'ai déjà montré que je n'étais pas attaché à des postes ou des fonctions, puisque... Comme on dit chez nous, vous n'êtes pas un agoulou gofal. Je ne le prétends pas, et je l'ai démontré à travers entre guillemets, mon cheminement politique, puisque en 2016, quand je deviens secrétaire général, je démissionne de la vice-présidence de la CACEM. J'étais vice-président de la CACEM. Et j'ai démissionné de la vice-présidence de la CACEM. De façon à respecter des engagements qui avaient été pris. Et donc, aujourd'hui, effectivement... Mais attendez, c'était pas la loi qui vous obligeait à faire ça? Non, pas du tout. C'est un choix personnel. C'est un choix personnel. Bien insister dessus. C'est une question de moralité. C'est un choix... Exactement. C'est une question d'éthique et de moralité. C'est un choix personnel que j'ai fait puisque aujourd'hui, les statuts vous demandent de ne... Aujourd'hui, les statuts, depuis 2019, vous demandent de ne pas cumuler au niveau du PPM. Au niveau du PPM... Les statuts du PPM demandent de ne pas cumuler 2 mandats depuis 2019. Mais avant 2019, en 2016, je n'avais pas d'obligation de démissionner. C'était un choix purement personnel pour 2 raisons simples. J'avais ce choix-là aussi en 2021. C'est-à-dire qu'il faut aussi permettre à d'autres de pouvoir occuper des fonctions pour avoir de l'expérience. Et en 2016, ça permettait à quelqu'un d'autre à la fois de rentrer à la CACEM et à quelqu'un d'autre de devenir vice-président pour occuper ces fonctions. Ce sont des fonctions qui sont importantes parce qu'elles ont des délégations, elles ont entre guillemets, du pouvoir qui permettent d'influencer et d'agir sur la question du quotidien des Martiniquais. Et donc, effectivement, j'ai regardé la configuration. C'est vrai que beaucoup ont trouvé bizarre de ne pas voir mon nom sur la liste en 2021. Et je me suis expliqué très clairement parce que je me suis dit qu'il fallait aussi laisser la place à d'autres. Il y a d'autres, et je ne suis pas attaché, comme je dis, j'ai fait mon devoir pendant les 6 ans de la mandature de la 7e de 2015 à 2021. Comme j'ai fait mon devoir de 2004, depuis où j'ai été élu conseiller général, dans une majorité, mais avec la scission à l'intérieur du PPM, de l'équipe de Claude Lise aussi, on s'est retrouvé à 4 conseillers généraux à l'époque. Donc j'ai vécu la majorité, j'ai vécu l'opposition, j'ai vécu l'enfermement, j'ai vécu les critiques, j'ai vécu les attaques acerbes et agressives. Et j'ai pris de cette expérience-là le bon
et le mauvais. J'ai tiré les leçons. C'est ça qui me donne aujourd'hui cette sagesse qui me permet de prendre le recul. Et j'ai fait le choix de laisser la place à d'autres parce qu'il y avait beaucoup de personnes de qualité qui pouvaient occuper ces fonctions. Le nombre de places était très limité. Et donc, malgré mon expérience et mon recul, je me suis dit que ce serait important aussi que d'autres puissent en profiter et en bénéficier. Je me suis consacré à redresser le PPM après la défaite de 2015, puisque quand j'ai occupé ma fonction, je suis arrivé au secrétaire général du PPM après la défaite de 2015. Il était important de redonner du souffle et de se concentrer sur le Parti progressiste martiniquais. Aujourd'hui, le Parti progressiste martiniquais est en ordre de marche, le Parti progressiste martiniquais est dans la transmission, donc je continue son chemin là pour pouvoir transmettre, parce que je suis un homme de mission. Je ne suis pas un homme ni de fonction ni de poste, je suis un homme de mission, et je pense qu'il y a une nouvelle mission. Les Foyalaises et les Foyalais, pour beaucoup qui m'ont sollicité, que je voyais dans la rue, qui m'ont dit « mais vas-y, c'est toi qu'on veut ». Alors, ça fait prétentieux, mais c'est vrai qu'à un moment donné, à force de vous le dire, bon, vous vous dites « bon, peut-être que j'ai une mission à accomplir là, peut-être qu'il faut y aller, peut-être qu'il faut véritablement continuer le cheminement politique au sens noble du terme, c'est-à-dire servir l'intérêt général et servir le peuple ». Et c'est là où j'ai fait ce choix, vous avez après les demandes. Lorsque vous êtes candidat à la candidature, vous avez eu 80% des voix. Donc, c'est presque une élection de maréchal. Donc, vous êtes apprécié de par les autres membres de cette commission qui vous a élu avec ce monde. 80% des voix. Écoutez, ça ne peut pas être flatteur. Faut pas oublier que j'ai toujours été dans la proximité, j'ai toujours été dans l'empathie, j'ai toujours été dans la relation à l'autre. D'accord ? Maintenant, il y a un cadre aussi. Et je reste très lucide. J'arrive à discerner l'hypocrisie de la sincérité. Et donc, on essaie d'avoir... Moi, ce qui compte, c'est le PPM, Fort-de-France et la Martinique. Et les gens et les personnes. Si les personnes sont bien, je suis bien. Donc, je me bats de manière déterminée et engagée, sans rien attendre en retour. Quels sont les projets que vous souhaitez défendre pour Fort-de-France d'une part et aussi pour la Martinique? Mais vous êtes Foyalais, prochain peut-être député Foyalais. Quels sont les projets que vous avez en tête pour défendre à Fort-de-France ou... Alors, il y a vraiment de nombreux projets qui concernent la mandature législative. Et c'est vrai que je ne veux pas trop déflorer maintenant, parce que sinon... oui, les adversaires vont... Oui, mais il y a une crise aujourd'hui qui est multiforme. Il y a une crise économique. Donc, il y a un enjeu sur les très petites entreprises. C'est fondamental aujourd'hui qu'il y ait un accompagnement particulier pour les très petites entreprises et les moyennes entreprises martiniquaises, et particulièrement les entreprises du centre-ville. Je dis pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il y a une grève, les charges de centralité, à chaque fois qu'il y a une grève, à chaque fois qu'il y a une émeute, à chaque fois qu'il y a un problème, ce sont les commerçants du centre-ville qui en pâtissent. Donc ça, c'est dramatique. Donc il y a un vrai enjeu. Il y a un vrai enjeu sur le vieillissement de la population et la fuite des cerveaux. Donc, il y a un vrai enjeu sur la politique familiale à mettre en place, et notamment sur la question du maintien à domicile des personnes âgées et donc de la réhabilitation de tous les logements. Quand on voit aujourd'hui que la ligne budgétaire unique est sous-consommée, il y a de vrais enjeux à mettre en œuvre des politiques de réhabilitation importantes qui permettront à la fois aux personnes âgées de rester à domicile, le maintien à domicile, mais en plus dans des conditions correctes avec un habitat réhabilité, rénové. Il y a encore un enjeu qui est très important sur le volet éducatif aujourd'hui. En plus, le Covid a aggravé, on va dire, la situation sanitaire a aggravé considérablement la problématique du décrochage scolaire et, on va dire, des difficultés d'apprentissage de nos jeunes. On rappelle que vous êtes vous-même professeur de maths. Je suis moi-même au collège enseignant de mathématiques. Et effectivement, donc on voit effectivement qu'il y a une vraie problématique là. Et donc, il y a un vrai enjeu également. Et puis, il y a aussi un enjeu de responsabilité plus globale. Il faut une vision. C'est la question de la différenciation, de la capacité pour nous, à la fois de modifier les lois pour les adapter à nos réalités. Donc, il y a un pouvoir local normatif permanent à avoir. Mais il y a aussi une réforme à faire sur les habilitations de façon à ce qu'il y ait des habilitations qui soient permanentes et transversales. Parce que quand vous avez un projet, vous n'avez pas un projet qui touche uniquement le transport. Même si vous mettez un équipement, c'est un équipement qui va toucher à la fois l'urbain, qui va toucher l'environnement, qui va toucher le transport, qui va toucher le modèle économique. Donc, il faut une habilitation transversale parce qu'aujourd'hui, les habilitations sont segmentées. Et puis, la réforme de cette habilitation nous permettra également de prendre des initiatives localement, c'est-à-dire modifier la loi que l'autre initie
OK, c'est important parce qu'on adapte à nos réalités, mais nous pouvons aussi initier nous-mêmes des lois qui sont importantes. La question de l'initiative locale, d'accord, qui est fondamentale de façon à ce qu'on puisse créer ce qui manque, qui doit être ajouté pour faire en sorte que nos projets soient réalisés concrètement le plus rapidement que possible et le plus efficacement que possible. Fondamentalement, nous devons créer de la richesse en Martinique. Il y a encore un autre sujet qui est essentiel et qui est fondamental, c'est qu'il faut réduire notre dépendance. La question de l'autonomie alimentaire, la question de la diversification agricole est essentielle parce qu'elle va nous permettre de réduire notre dépendance vis-à-vis de l'extérieur qui est aujourd'hui trop importante, recréer de l'activité localement parce que je pense qu'il faut redonner à l'agriculture, c'est lettres de noblesse, accompagner les petits artisans, les pêcheurs, les marins pêcheurs aussi. Donc, il y a tous les petits métiers qui tournent autour de façon à redonner une dimension économique à la Martinique qui lui soit propre. Parce que il y a une question fondamentale, c'est la question du chômage, par exemple. Donc, vous voyez, j'ai des champs, je pourrais en parler pendant, mais je ne veux pas trop dire tout de suite. Gardez un petit peu, il y a des groupes de travail aussi, puisque il faut que ça se fasse dans la concertation, avec des expertises, avec des diagnostics posés. Mais de toutes les façons, il y aura un choix à faire en termes de priorité. Sur le transport, M. Ajar, sur le transport pour les Foyalais, est-ce que vous seriez éventuellement partisan d'un transport gratuit? Est-ce que c'est quelque chose éventuellement qui pourrait être vu, corrigé peut-être, réfléchi? Parce que les gens, comme vous le dites, le chômage, l'insécurité, le vieillissement, il y a des gens qui avaient leur voiture, qui ne peuvent plus conduire, la voiture est garée, mais voilà. Donc, est-ce qu'éventuellement, c'est quelque chose qui pourrait... Alors, la question de la gratuité du transport est une question alléchante, puisque, effectivement, l'idéal, c'est qu'il y ait une gratuité. Maintenant, il faut regarder les réalités aussi. Il y a pour moi ce qui relève du bien commun et il y a ce qui relève du privé. L'eau, c'est le bien commun. Il faut une tarification spéciale de l'eau. Maintenant, il faut une autorité unique de l'eau. Et pour pouvoir la mettre justement en place, il faut cette habilitation, il faut cette capacité à pouvoir faire comme on l'a fait pour l'autorité unique de transport. De transport. Donc, la santé aussi, pour moi, c'est un bien public. Donc, mais vous voyez, même quand c'est un bien public, c'est un coût. Donc, même si l'idéal aurait de dire, mais parce que qui paye? Parce que l'État ne pourra pas payer. Et il faut quand même qu'il y ait, même s'il y a des compensations financières, parce que le transport public, il y a des compensations financières. Mais totalement gratuit, ça veut dire qu'il n'y a aucune participation provenant du privé eux-mêmes qui utilise un service public. Et quand vous rentrez dans ce domaine-là, ça veut dire que derrière, il faut pouvoir financer le déficit qui va se mettre en place. Parce qu'au fond, rien n'est gratuit réellement, puisqu'il y a un coût pour la société. Et comme vous ne pouvez pas taxer, surtaxer et taxer encore plus, je rappelle que le versement transport est versé par les entreprises de plus de 11 salariés. Et ça aussi, ça a un impact, une charge sur les entreprises. Or, on veut aider les très petites entreprises et moyennes entreprises à pouvoir recruter. Mais si ils ont des charges trop importantes, ils ne vont jamais pouvoir recruter. Donc, c'est très difficile. Il faut être honnête avec les gens parce qu'il ne faut pas vendre du vent. La gratuité aujourd'hui ne peut pas être aujourd'hui une réalité puisque de toutes les façons, il y a un enjeu à la fois financier et un enjeu plus global dans le modèle économique qui va être mis en place. Maintenant, il faut avoir une compensation financière qui soit juste de façon à ce que la tarification soit attractive, que n'importe qui, même la personne qui a un petit revenu, puisse accéder à un transport. Maintenant, par catégorie, on peut envisager, pour moi, la catégorie des retraités qui ont des très petites retraites, des étudiants, oui. Ça peut, à mon avis, se concevoir. Maintenant, il faut une étude d'impact plus sérieuse parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore de modèle économique de transport sur la Martinique. Alors, toujours sur le transport, est-ce que vous seriez pour un service minimum? Parce que souvent, les usagers se retrouvent devant un fait accompli. Il faut un service minimum. C'est une obligation. La question de prendre en otage systématiquement les usagers pour faire pilier pour telle ou telle revendication ne peut plus fonctionner aujourd'hui. Parce que la difficulté, c'est que ce sont toujours les malheureux qui prennent, entre guillemets, le cas souffert, quoi. C'est pas normal. Les personnes qui n'ont rien à voir avec le problème ne peuvent pas être les commerçants, c'est pareil dans le centre-ville de Fort-de-France. Quand il y a une émeute, quand il y a une grève, qu'il y a un problème, c'est eux qui ont un problème. Il n'est pas normal. Il faut un service minimum. Bien sûr qu'il faut un service minimum. Il faut un service minimum dans tous les domaines
on va dire, qui sont du domaine du service public, de la santé aussi. Parce que là, aujourd'hui, on a pris l'exemple du transport, mais aujourd'hui, la situation est assez difficile au niveau de l'offre de services publics de santé. Aujourd'hui, en Martinique, elle est complètement dégradée. Et moi, je suis ahuri de voir qu'on ne prend pas en compte que ce sont toujours là, c'est des malades qui ne peuvent pas se faire soigner. C'est dramatique. Non, il faut absolument que l'on puisse imposer. Alors, pas dans la santé, parce que quand je dis pas dans la santé, c'est pas service minimum. La santé doit être complètement service public, prise en compte, d'accord? Et c'est même pas service minimum, mais dans le transport, on peut le prendre dans certains domaines. Et il faut absolument qu'il y ait des services publics à partir du bien commun et de la réalité de ce que vivent les Martiniquais. Alors, vous parlez des commerçants foyalais. On a un grave problème aussi à Fort-de-France. C'est un problème de sécurité. On a vu, pas seulement Fort-de-France, évidemment, on a vu un jeune qui s'est fait boulevard Général de Gaulle, au François, il n'y a pas très longtemps de ça. Est-ce que sur la sécurité, vous pourriez peut-être intervenir pour qu'il y ait plus de policiers? J'ai reçu dernièrement un syndicaliste qui disait qu'il leur manque énormément de bonhommes ici et de moyens techniques pour travailler. Est-ce qu'un député peut agir auprès du gouvernement pour obtenir plus de possibilités? Un député peut toujours agir, il peut toujours intervenir. Après, c'est sa question de son pouvoir d'influence, des arguments qu'il va développer et puis du type de relation qu'il va développer avec le gouvernement. Donc oui, on peut toujours agir. Alors, par contre, sur le sujet de la sécurité, je pense que le sujet de la sécurité est beaucoup plus global que la simple question policière. Qu'il y ait plus de policiers, à la rigueur, ça peut se concevoir effectivement parce qu'aujourd'hui, il y a une lutte à avoir vraiment, notamment contre tout ce qui est prolifération de drogue et des armes qui circulent. Des armes et puis des violences et des agressions parce qu'il y a trop aujourd'hui d'agressions qui peuvent paraître gratuites au début et qui sont souvent gratuites, mais il y a trop d'armes qui circulent, c'est pas normal. Donc oui, mais la question de la violence, c'est aussi, quand elle se développe comme ça dans une société, il faut se poser des questions de fond. Elle est l'expression d'une situation qui font que comme ça ne fonctionne pas dans le système normal, on crée un système parallèle. Et donc je pense qu'il faut avoir une vision globale. Quand je dis vision globale, c'est-à-dire que personne pour moi n'est violent ni méchant. On est comme on est, mais maintenant je pense qu'il y a toujours de la bienveillance au départ et de l'empathie. Maintenant, on se construit à travers un système, à travers une vie personnelle, mais aussi à travers un environnement. Et donc, je pense qu'à travers l'éducation que l'on doit donner, donc il y a des projets associatifs. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a la police, il y a la justice qu'il faut réformer aussi, parce qu'il y a des situations que la justice doit prendre en compte. Pas seulement des moyens, mais la mise en œuvre. Savez-vous pour une deuxième prison en Martinique? Écoutez, parce que la prison, là, elle est surpeuplée. Elle est surpeuplée. Donc, après, il faut trouver le lieu parce qu'il faut que, vous savez, déjà pour faire accepter un centre éducatif fermé pour des jeunes délinquants, il n'y a pas beaucoup de communes qui se bousculent. Mais si le besoin est réel, pourquoi pas? Mais très franchement, aujourd'hui, la question de l'insécurité, entre guillemets, ou des violences aujourd'hui, doit se régler sur le fond. C'est-à-dire que si vous mettez de l'activité et qu'il y a moins de chômage, peut-être qu'ils iront moins vers d'autres schémas plus violents. Si vous mettez une prise en compte avec de la médiation, des animations dans les quartiers, avec des associations qui font un travail, il faut un projet global. Il faut un projet global et si vous vous réappropriez les espaces, par exemple, parce qu'il y a des espaces aujourd'hui, il y a aussi du travail à faire sur l'aménagement, sur le renforcement de l'éclairage public. Il y a plein d'actions qui sont transversales, qui ne sont pas directement, mais qui ont un impact sur la sécurisation et sur le sentiment d'insécurité. Est-ce que remettre, par exemple, le service national obligatoire ne serait pas aussi une piste qui pourrait permettre d'endiguer un petit peu cette insécurité? Moi, aujourd'hui, je suis favorable parce que effectivement, j'ai fait le service militaire, ça n'a pas été plus mal pour moi et je pense que ça a une vocation très éducative et très formatrice, notamment pour des enfants qui n'ont pas de perspective, puisqu'à partir de 16 ans, ils sont plus sous l'obligation scolaire, donc ils n'ont pas nécessairement envie de faire de formation, mais ils peuvent en faire aujourd'hui avec le RSMA, et le service militaire peut être une option. Maintenant, effectivement, moi je pense que ça peut être une piste intéressante, en tout cas pour mettre dans un cheminement d'activité, dans un cheminement d'intégration, dans un cheminement d'insertion, un certain nombre de jeunes qui se cherchent et qui, en se cherchant, peuvent faire des bêtises alors qu'ils ne sont pas foncièrement mauvais, au fond, pour certains. Monsieur Johnny Ajar, merci beaucoup d'être venu. C'est vrai que le temps, c'est déjà terminé. Vous allez revenir. Un petit mot peut-être sur
deux grands hommes martiniquais qui sont partis la semaine dernière. Monsieur Pierre Petit. Et aussi M. Armand Nicolas. Alors, nous perdons deux grands hommes martiniquais. C'est vrai que c'est une génération, mais qui ont construit la Martinique. 97 ans, 92 ans. Qui ont construit la Martinique. Et il y a un proverbe africain qui dit que quand un sage, un aîné disparaît, c'est une bibliothèque qui brûle. Et c'est vrai qu'il faut pouvoir, et je fais partie de ceux qui respectent beaucoup les aînés. Parce que si on est aujourd'hui là, présent, vivant, en train de se battre, en train d'essayer de faire avancer ce pays, c'est parce que d'autres avant nous ont mené ce combat-là dans un contexte certainement beaucoup plus difficile, beaucoup plus compliqué, avec moins de moyens, mais surtout avec les convictions, l'amour de ce pays, la Martinique. Donc il faut les respecter, il faut leur rendre hommage, il faut les garder en mémoire, il faut valoriser, parce qu'il y a ce que je retiens surtout, c'est à la fois la connaissance, la transmission et l'unité et le rassemblement. Armand Nicolas, c'est la reconnaissance de nos différences, la lutte contre la colonisation, d'accord? Et Pierre Petit, c'est le cheminement vers un vivre ensemble, vers une unité martiniquaise, tout en ayant des différences de conviction, mais c'est un homme de droite progressiste, et je pense qu'on se retrouve dans un progrès qui n'est pas un progrès au sens matériel, mais qui est un progrès au sens humaniste du terme, l'épanouissement individuel et collectif. Monsieur Johnny Agent, merci beaucoup d'être venu à Zouk Télévision. Je pense que vous allez revenir pour nous parler du programme quand ce sera le moment venu, si les autres informations. J'ai oublié de préciser, c'est quand même très important. Pour le moment, je suis investi par le PPM. Il y a une alliance qui doit se réunir de façon à voir, parce que il faut respecter le cadre aussi, mais j'insiste pour le dire, l'Alliance doit se rencontrer pour décider... Pour valider votre élection. Pour décider d'une candidature unitaire par circonscription, de façon à maintenir une cohésion, parce qu'il y a une alliance qui s'est construite depuis juin. Oui, mais il y a 4 circonscriptions. Oui. Le PPM n'a pas investi 4 candidats, il me semble. Il y a 3 candidats qui ont été investis sur la circonscription du Centre-Atlantique, sur Fort-de-France et sur le Sud. Donc, il y a un échelon supplémentaire à prendre en compte. C'est pas un super parti, l'Alliance, mais quand même, c'est un avis qui doit être pris en compte et on verra. Et l'idée, c'est de trouver une unité, une cohésion et un candidat qui respecte le cadre des valeurs et de l'unité de l'Alliance. Monsieur Agent, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée et puis beaucoup de courage pour cette nouvelle campagne. Mais bon, vous êtes habitués au combat. C'est très clair et je dis aux Martiniquaises, aux Martiniquais, aux Fouillalais, aux Martiniquais, aux Fouillalais, Fos Tchébired, nous l'épisode. Merci beaucoup. Merci. Merci Manuela pour la réalisation. Merci à vous chez vous de nous avoir suivis. À très vite.